Bonjour, merci d'être avec nous sur Boursorama. Comme chaque semaine, un nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on vous dit comment vous y prendre. Ce n'est pas toujours facile pour trouver, pour dénicher des opportunités d'investissement en actions. Bonjour Geoffroy. Bonjour David. Geoffroy de Bois-Baudry, du Bois-Baudry. Il y a des règles d'or ou pas? Est-ce qu'on se dit, évidemment, on a tous envie d'acheter une action qui est performante, qui est de qualité, pas trop chère, voilà, mais voilà, c'est pas facile déjà. Il y a vraiment des règles à suivre? Oui, il y a une règle d'or, c'est d'essayer d'acheter une entreprise de qualité à un bon prix. Quand on regarde historiquement, on voit que les entreprises de qualité ont surperformé les entreprises de mauvaise qualité et les entreprises ce qui est un peu normal en même temps. Voilà. Et les entreprises les moins valorisées ont surperformé les entreprises les plus valorisées. Voilà, quand on regarde sur 100 ans, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est ce qu'il faut essayer de faire. Alors, conseil numéro 1, trouver, sélectionner des entreprises de qualité qui ont donc des qualités financières, des caractéristiques financières qui sont intéressantes, j'ai envie de dire. Voilà. Donc l'entreprise de qualité, la première chose qu'on va regarder, la chose la plus simple en fait, c'est les caractéristiques financières. Les caractéristiques financières, on peut regarder par exemple le niveau de marge, parce que voilà, aujourd'hui le niveau de marge moyen par exemple sur les entreprises du S&P c'est 11-12%, mais on peut trouver des entreprises avec des niveaux de marge bien plus élevés. Ou bien plus faibles d'ailleurs. Ou bien plus faibles. Alors pourquoi se focaliser sur les entreprises avec les marges les plus élevées? Pour une raison simple. Il y a même deux raisons. La première, c'est que s'il y a un trou d'air, s'il se passe quelque chose, ça se passe mieux avec une entreprise qui a 20 points de marge si elle perd 5 de marge, oui. que si elle a 10, on a 5 et qu'on… Voilà. Évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'une marge élevée, ça traduit généralement un business model supérieur. Ouais. Mais donc, une marge élevée, ça entraîne aussi mécaniquement une valorisation élevée, non? Alors ça, je pense que la valorisation, il faut vraiment le faire à la fin. D'accord. Alors il faut d'abord être sûr de la qualité de l'entreprise. Donc la marge, être au-dessus de la moyenne du marché, donc au-delà de 10-15. Par exemple, il faut regarder aussi la génération de cash, puisque c'est vraiment ça qui va créer de la valeur pour l'actionnaire, à quel point l'entreprise va être capable de générer du cash dans le futur. Donc l'historique peut nous donner un bon indicatif de est-ce que c'est une entreprise qui génère du cash ou pas. Et on va regarder… Le cash, juste par rapport aux bénéfices, le cash, c'est… Le cash, c'est vraiment… Les bénéfices, ça peut être purement comptable. Et l'entreprise, si elle a, par exemple, elle doit investir dans des stocks ou elle n'est pas payée par ses clients tout de suite, on peut avoir un décalage entre les profits du PNL, enfin du compte de résultat, et les profits cash. Alors que le cash, lui, il est en banque, lui, c'est ça? Voilà, le cash, on le voit, c'est vraiment l'argent qui est généré par l'entreprise tous les ans. Ouais. Une autre chose à regarder quand on est dans ces caractéristiques financières, c'est les retours sur capitaux, c'est-à-dire à quel point pour un de capital mis dans l'entreprise, combien de cash va être généré. Et plus ce retour sur capital est élevé, plus l'entreprise va être capable d'autofinancer sa croissance. Donc c'est un élément aussi qui est clé dans l'appréciation de la qualité d'une entreprise. Geoffroy, il y a un deuxième conseil. Moi, je l'aurais mis en premier, honnêtement, de se dire, s'assurer, bien comprendre évidemment le business model de la boîte, s'assurer de sa durabilité, de sa pérennité. On aurait pu commencer par ça. Alors, le filtre financier, c'est assez facile à faire parce qu'on peut, on peut sélectionner des critères et éliminer tout un tas d'entreprises, alors que l'analyse du business model, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. Il va falloir regarder de près, notamment les barrières à l'entrée. C'est-à-dire, c'est bien beau d'avoir de belles caractéristiques financières, mais il faut être sûr que ces caractéristiques financières vont pouvoir se perdurer dans le temps. Et donc, on va regarder les barrières à l'entrée. Ce qui empêche de nouveaux concurrents d'émerger. Exactement. Donc les barrières à l'entrée, il y en a de plusieurs types, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça peut être par exemple une marque. C'est-à-dire que si vous et moi, on veut créer une entreprise pour concurrencer Hermès, on va avoir du mal parce que c'est une marque qui a plus de 200 ans, qui est connue à travers la planète, qui investit chaque année des millions pour se faire connaître. Et donc la marque, c'est une barrière à l'entrée très forte. Il y a d'autres barrières à l'entrée. Technologiques, réglementaires. Voilà, les effets de réseau aussi, on pourrait parler, avec Visa qui connecte des millions de consommateurs avec des millions d'entreprises. Voilà, c'est les barrières à l'entrée. On va s'assurer que l'entreprise ne va pas pouvoir être attaquée par d'autres concurrents. Et puis, dans le business model, il faut regarder aussi, bien sûr, le management, puisque quand on investit dans une entreprise, on va confier notre capital à ses dirigeants. Et donc
Et donc c'est important. Quoi, du management, et par exemple, on peut regarder son track record, donc à quel point il a été capable. Leur historique de performance. Voilà, leur historique de performance. On va regarder également si les acquisitions qu'ils ont faites, l'allocation de capital, si elle a été dans le passé créatrice de valeur. Donc voilà, ça c'est vraiment le business model. Ça demande du boulot, cette partie-là, elle n'est pas facile. Cette partie-là demande énormément de travail et elle est très importante pour être sûr que quand on va acheter les actions, comme vous le dites, les entreprises de qualité, généralement, on les paye quand même un peu plus cher que les entreprises de moins bonne qualité, pour être sûr que le business sera là dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et pour être sûr qu'il soit là dans 20 ans ou dans 50 ans, il faut s'assurer d'une bonne politique ESG, l'environnement, le social, la gouvernance, les contre-pouvoirs, les parties prenantes, l'empreinte climatique. Il faut s'assurer, on en parle de plus en plus, on a une émission d'ailleurs dédiée sur Boursorama qui s'appelle Ça vaut le coup, on en parle aussi chaque semaine, c'est important. C'est crucial, c'est primordial, puisque une entreprise qui va investir dans l'ESG et être leader dans ce domaine-là, c'est une entreprise qui va réduire les externalités négatives, c'est une entreprise qui va pouvoir croître de manière durable. Et donc pour l'investisseur de long terme, c'est ce qu'il doit rechercher. Et en plus, sur le pilier de gouvernance, c'est quelque chose d'important. Comme vous investissez, il est nécessaire de vérifier que le management va être payé d'une certaine façon, qu'il soit aligné avec vos intérêts, qu'il y ait des contre-pouvoirs dans la boîte, juste le dirigeant. Donc voilà, c'est très important de regarder ce pilier ESG. Donc les ratios financiers. 2, pérennité du business model. 3, cocher les cases en matière d'ESG. Ensuite, s'assurer aussi qu'il y ait des relais de croissance, que la croissance soit toujours là. Parce que c'est le maître mot, la croissance. La croissance, quand on achète une entreprise, ce qui va rémunérer l'actionnaire, ça va être la croissance du cash sur les années futures, si possible le plus longtemps possible. Et donc, il faut s'assurer que l'entreprise va avoir les moyens de déployer du capital et de croître. Et donc, il faut s'intéresser de très près aux sources de croissance. Une source de croissance, par exemple, ça peut être des gains de part de marché. L'exemple le plus simple, c'est la publicité digitale par rapport à la publicité traditionnelle, qui gagne chaque année des parts de marché. Donc, quand vous êtes un acteur de la publicité digitale, forcément, vous avez de la croissance embarquée. Donc, c'est une source de croissance importante. On pourrait parler d'autres sources de croissance. Dans les biens de consommation, une source de croissance est souvent la premiumisation, c'est-à-dire qu'on va vendre des produits plus chers, qui ont plus de valeur. On ne va pas forcément vendre plus de produits, mais on va essayer de les valoriser. Ou perçu comme tel par le client. Ouais. Mais voilà, donc vous voyez, c'est une autre source de croissance possible, mais c'est très important de bien comprendre les sources de croissance et à quel point l'entreprise va pouvoir déployer des capitaux et croître son cash. Il reste un dernier ingrédient, un dernier conseil. Moi, j'avais commencé par ça, mais on va finir par ça, mais ce n'est pas facile non plus. Une fois que tous ces critères qu'on a vus sont présents, il faut valoriser. Tout à fait. Et c'est vrai que je reste dubitatif, mais je vous écoute sur le fait que quand on a une boîte qui est de qualité, qui est bonne en ESG, qui a des sources et des relais de croissance, qui a un business model qui est pérenne, il faut réussir à la valoriser et la payer pas trop cher. Voilà. Là, on se dit quand même c'est un tour de force. Oui, dans les marchés actuels, je ne vais pas vous cacher que le marché est cher. Néanmoins, il reste des entreprises qui sont valorisées au moins en relatif de manière intéressante. Et même en absolu, il reste des opportunités. Alors pour ça, comment on estime que c'est une bonne opportunité? Il y a plusieurs façons de faire sa valorisation. On peut regarder tout un tas de choses. La chose la plus simple, c'est de regarder effectivement combien elle est valorisée sur les bénéfices actuels. Mais ce qui est plus intéressant sur ce genre d'entreprise, c'est de regarder sur les bénéfices à venir, et notamment les entreprises qui ont beaucoup de croissance et dont on est sûr que le business sera là dans 20 ans, on va pouvoir avoir de la confiance de projeter sur de plus longues années. C'est très difficile comme exercice, ça, de projeter, parce que ça ne se passe pas toujours, évidemment, comme alors, on l'imagine. Ça se passe jamais comme on J'ai pas osé dire jamais. Hein. Ça se passe... non, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a la vie dans un modèle Excel et il y a la vraie vie. Mais néanmoins, quand on a validé toutes les étapes précédentes, on va réduire énormément les risques. Et donc, quand on va constituer un portefeuille avec uniquement des sociétés vraiment de qualité, on va être capable on sait que toutes ne feront pas exactement ce qu'on a prévu, mais néanmoins sur l'ensemble du portefeuille, on a une confiance que les bénéfices vont être délivrés. Et comment on estime que la valorisation, elle n'est pas trop tendue et qu'elle est raisonnable au regard de tout ce qu'on a dit avant?
Alors, on va regarder en fait sur les 20 prochaines années, par exemple, on va estimer le montant que l'entreprise va générer en cash étant donné son niveau de retour sur capitaux, son niveau de croissance, etc. Et on va voir en fait si on le ramène aujourd'hui, on va essayer de calculer un retour sur un TRI, donc un taux de rendement interne. Taux de rendement interne, voilà. Et après, on va estimer si on trouve que c'est un taux de rendement interne qui nous convient ou qui est pas intéressant ou la marge de sécurité n'est pas présente. C'est hyper intéressant, mais je doute que ceux qui nous regardent, qui sont des particuliers en tout cas qui nous regardent, puissent faire cet exercice-là. Autant les autres, on peut plus ou moins le faire, autant là, c'est là où on se dit que voilà, un investisseur particulier n'est peut-être pas capable de faire tout ça. Non, même s'il y a de la bonne volonté. Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu technique. Mais on donne des clés là. Mais voilà, j'invite les gens à se renseigner sur ces métriques de valorisation. Voilà. En tout cas, merci donc pour ces 5 conseils pour dénicher. On comprend pourquoi c'est un boulot de professionnel aussi en même temps. Voilà. Donc il y a des opportunités encore une fois en action, mais ça, voilà, il faut d'abord passer par la case des différents filtres qu'on a évoqués. Donc voilà, interview, émission à réécouter évidemment tranquillement. Merci Geoffroy Dubois-Baudry donc, et on se retrouve la semaine prochaine ici sur Boursorama.